Un jour une info, le suicide assisté est-il une preuve d'amour? Le cinéaste François Ozon le pense et son film, qui milite pour cette cause, sort aujourd'hui sur les écrans. Il s'appelle Tout s'est bien passé et il s'agit de l'adaptation du livre autobiographique d'Emmanuel Bernheim, paru chez Gallimard en 2013. Emmanuel Bernheim avait aidé son père à mourir après qu'il eut fait un AVC. C'était un riche collectionneur d'art qui est mort en 63. C'est le grand retour aussi au cinéma de Sophie Marceau qui incarne ce personnage dans le film, le père étant interprété par André Dussolier. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. À son réveil, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté droit paralysé. Les filles, votre père risque de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter. je veux que tu m'aides à en finir. Tu m'entends? En France, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas. Très bien. Ça se passera où? À Berne. Il faudra me donner une dose forte. Depuis mon pontage, j'ai le cœur très solide. On pourrait choisir la date. Pourquoi pas en mars? C'est la semaine de mon anniversaire. Je peux presque plus bouger. Plus faire les gestes simples de la vie normale. Tu te rends compte? Ce qu'on est en train de faire pour lui, là. Pas de pleurer. Et si vous refusiez, que se passerait-il? La bande-annonce du film Tout s'est bien passé qui sort aujourd'hui sur les écrans de François Ozon. Vous écoutez Sophie Marceau qui dit un moment en France, c'est pas possible. Alors pour la promotion du film, vous avez peut-être vu François Ozon et Sophie Marceau sur le plateau d'une chaîne de télévision récemment. Ils s'en sont pris, enfin c'est François Ozon, pas Sophie Marceau pour être honnête. Ils ont fait une remarque qui n'a pas laissé indifférent. Je pense que la société, en tout cas, est prête. 80% des gens sont pour la mort dans la dignité. Et les politiques Après, le sont-ils? je pense que oui. Le problème, c'est qu'il y a des lobbies en France qui sont très importants, notamment des lobbies religieux qui bloquent les choses. Et ça, on est dans un pays catholique encore... voilà, donc il y a toujours des gens qui font beaucoup de bruit, qui ne sont pas la majorité, mais pour l'instant, ils font peur souvent aux législateurs. Voilà, François Ozon sur le plateau de Yann Barthès. Bonjour Tugdual Derville. Bonjour Louis Dauphren. Vous êtes délégué général d'Alliance Vita. Vous êtes un lobby religieux? J'ai entendu surtout finalement les éléments de langage de la promotion de l'euthanasie. D'ailleurs, l'expression aider à mourir est absolument piégeante. Le mort dans la dignité, mais qui ne voudrait pas mourir dans la dignité? Effectivement, on cherche des boucs émissaires pour essayer de comprendre pourquoi notre pays aujourd'hui privilégie normalement les soins palliatifs, le refus de l'acharnement thérapeutique et n'est pas rentré dans les dérives soit suisses pour certains cantons, soit belges, qui sont assez exceptionnelles quand même en Europe. Donc effectivement, j'ai regardé d'assez près pourquoi François Ozon utilise cette expression, alors qu'à Cannes, lorsqu'il a lancé son film, il a prétendu au départ que c'était un film de réflexion, qu'il n'avait pas d'avis sur la question. Bon, en fait, j'ai vu qu'il avait fait une avant-première avec Jean-Luc Romero et en fait il reprend simplement à son compte l'argumentation de l'association qui fait la promotion de l'euthanasie en France. Il le fait de manière assez maladroite parce qu'il va jusqu'à prétendre que l'actuel président de la République aurait promis l'euthanasie et n'aurait pas tenu parole, ce qui est faux. Et donc, effectivement, pourquoi est-ce que l'euthanasie n'est pas légalisée en France aujourd'hui? Malgré certains sondages d'opinion, nous, avec Soulager mais pas tuer et Alliance Vita, on a fait un sondage pour essayer de comprendre cette réalité. Les Français refusent l'acharnement thérapeutique, principalement, ne veulent pas souffrir, veulent être accompagnés et minoritairement, pour eux-mêmes, souhaitent l'euthanasie. Donc l'enjeu est un enjeu d'accompagnement de la fin de vie et non pas d'encouragement au suicide. D'ailleurs, le film est sûrement très, très bien fait, il n'y a aucun doute sur les talents des comédiens à la fois et puis du metteur en scène, mais c'est une histoire très trash, très individualiste d'une famille riche et bourgeoise qui se déchire au fond et qui s'est trouvé dans le suicide assisté, si j'ai bien compris, une consolation de toutes sortes de mots préalables. C'est vraiment pas la solution qu'on peut rêver. Tugdual Derville, il parle, François Ozon, à un moment de la loi Falorni, dont il dit qu'elle va certainement revenir sous le prochain quinquennat. Vous vous attendez en fait à une campagne de cette nature, et sachant que l'article 1er de la loi Falorni avait été adopté au printemps, même si l'obstruction parlementaire a fait que la loi finalement n'est pas passée. Oui, il y a des risques très importants dans cette pré-campagne présidentielle et législative, à la fois que
dans ce qu'on appelle une niche parlementaire. Il y a une proposition de loi dans un contexte où le Parlement n'est pas très bien maîtrisé par le gouvernement du fait de ses divisions, etc. Il y a un risque d'une niche parlementaire, mais il y a aussi et surtout le risque que pendant la campagne présidentielle, ce sujet soit l'objet de promesses électorales par certains, on le sait déjà, parce qu'il y a une pression considérable. Il faut aussi comprendre que le système médical français, qui est très administré, qui est très en souffrance, on le sait, et spécialement avec l'actuelle pandémie, où il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de personnes qui sont mortes seules. Bon, ce système-là est fondé normalement sur la confiance entre soignants et soignés. Et dans le fait que ceux qui sont en blouse blanche et debout à côté du lit n'ont pas le pouvoir d'administrer la mort à ceux qui sont couchés. Donc on se rend compte dans notre service d'accompagnement SOS fin de vie que ce débat sur la fin de vie génère bien davantage la peur du passage à l'acte euthanasique, qui est le plus souvent d'ailleurs soit demandé par des proches, soit demandé par certains soignants, exceptionnellement, beaucoup plus que la personne concernée. Donc c'est cette peur du passage à l'acte qui est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'une revendication d'euthanasie qui est souvent celle de gens bien portants et aussi très marquée par une culture de la toute-puissance. J'ai entendu Léa Salamé, par exemple, interviewer François Ozon et puis induire en fond que l'acteur principal, enfin celui qui est joué par André Dussolier, ne veut pas d'une demi-vie. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est toutes ces personnes, celles qui nous entendent ou d'autres, qui ont des vies abîmées par un handicap, une maladie, une dépendance, etc. Est-ce que ce sont des demi-vies ? Effectivement, si notre société dit que ce sont des demi-vies, à ce moment-là, l'euthanasie, je dirais, arrive comme un tsunami. Mais si on considère que toute personne est toujours 100% vivante, et malgré des handicaps, des fragilités, et Dieu sait combien nous sommes nombreux à en avoir, eh bien, à ce moment-là, la société devient solidaire. Merci beaucoup, Tugdual Derville. Vous êtes délégué général d'Alliance Vita et vous faisiez écho au film de François Ozon, Tout s'est bien passé, qui sort aujourd'hui sur les écrans, 7h14. La question du jour. On parle du rebond de l'économie française après le tunnel du Covid, mais n'allons pas trop vite et dissipons le rêve d'un avenir radieux. On échafaude plutôt des scénarios de crise aiguë. Serions-nous même à l'aube d'une apocalypse ? Des éléments tangibles, des tendances de fond permettent d'imaginer que de très grands bouleversements vont survenir. Encore faut-il les identifier, les relier, formuler des scénarios. Ce que fait Jean-Baptiste Giraud, journaliste économique et directeur de la rédaction d'Économie Matin, fondé en 2004 et auteur avec Jacques Bichot de Dernière crise avant l'apocalypse aux éditions Ring. Bonjour Jean-Baptiste Giraud. Bonjour Louis Dauphren. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors ce n'est pas un peu anxiogène comme ça l'apocalypse alors qu'on rêve de sortir du tunnel du Covid ? Jacques Bichot est père, grand-père, moi je suis également père de famille nombreuse. Vous pensez bien que lorsqu'on a cette responsabilité sur les épaules, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on écrit un livre dont le titre dit « Attention, ça va aller mal ». Dernière crise avant l'apocalypse, ça veut dire « ça va aller mal ». Plutôt, ça veut dire « ça peut aller très mal ». Nous ne le souhaitons pas. Il suffit de regarder notre postface. Je vois vos post-it sur le livre. Si vous avez bien regardé la postface, nous écrivons que nous avons alerté dans cet ouvrage pour que cela ne se produise pas. Le problème, c'est que avant la crise du Covid, tous les voyants étaient déjà au rouge. Et je dirais presque que la crise du Covid a sauvé nos gouvernants, pas seulement nos hommes politiques français, mais dans bien d'autres pays, de la responsabilité de regarder la réalité en face. On commence par la dette, et je pourrais ici devant vous commencer par la dette, mais je dirais presque que c'est une tarte à la crème. Je viens de voir passer juste avant de rentrer en studio sur les réseaux sociaux quelqu'un qui rappelle qu'aujourd'hui la dette mondiale c'est 3 ans de PIB mondial. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'intégralité de la planète travaille gratuitement pendant 3 ans pour rembourser le stock de dette qui a été accumulé au cours des dernières années. Mais on sait qu'on ne le fera jamais. Alors si, en fait, la dette, à un moment ou à un autre, vous la remboursez. Je vais vous raconter une anecdote qui est dans le livre. Mon père, qui était né en 1934, à sa naissance, a reçu de sa grand-mère une somme d'argent. Ça se faisait beaucoup à l'époque dans les familles bourgeoises, et tous ses frères et sœurs ont tous reçu la même somme d'argent. Avant-guerre, cette somme d'argent était colossale, puisque ça permettait d'acheter une demi-voiture. Donc, sa grand-mère était quelqu'un de très généreux. Mon père, donc, est né à 34. Il devient majeur après la guerre. Et bien, après la guerre, avec cette somme d'argent placée, il a acheté la roue de secours de son scooter.
Ça, c'est ce que mon père Et m'a maintenant, transmis qu'est-ce qu'il comme achèterait éducation. alors? Ah bah rien du tout, évidemment. Ça, c'est ce que mon père m'a transmis comme éducation Oui. économique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Or, vous avez remarqué, on reparle de la petite musique de l'inflation. Vous avez un ministre de l'économie et des finances qui dit « Ah, il faudra augmenter les salaires ». Vous avez le SMIC qui augmente. Ce que l'on oublie de dire, c'est que 80% des Français sont payés à peine plus que le SMIC. 80% des Français sont payés 5, 10, 15% de plus que le SMIC. Quand vous êtes payé 10% plus que le SMIC et que le SMIC est augmenté de 2,2%, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir votre patron et vous dites « Ah, j'ai pas envie d'être rattrapé par le SMIC, augmente-moi ». Donc tous les salaires vont augmenter, peu ou prou, plus ou moins rapidement, Oui. et ça va alimenter la spirale inflationniste. Vous avez vu le prix de l'électricité qui va augmenter de 10%. On a un chapitre complet. L'essence aussi. Bah, l'essence 20%. Mm. Mais à la limite, Mais ça, c'est l'essence, fluctuant, ça tourne. l'essence est fluctuant, l'électricité pas du tout. Or, il ne vous a pas échappé que la transition énergétique, on nous répète voiture électrique, chauffage électrique, pompe à chaleur. La transition énergétique, c'est toujours l'électricité. Mais si on dit aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment que l'électricité, c'est en fait seulement 20% de l'énergie utilisée dans le monde à un instant donné, c'est-à-dire que quand on consomme 10 kilowatts, eh bien, il y en a 2 qui sont électriques et les 8 autres sont carbonés, du pétrole, du charbon et du gaz. Mais en fait, il y a un piège. Dans les 2 kilowatts électriques, il y en a plus d'un qui est produit aussi avec du charbon et avec du charbon, oui, avec du carbon, Ouais, ouais. avec du carbone, avec du charbon, donc avec du carbone. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, on nous demande de faire la transition énergétique avec l'électricité, mais on n'a pas les moyens de la produire. Et ce sont évidemment pas les éoliennes ni les panneaux solaires qui vont remplacer les millions de tonnes de pétrole qui vont être consommées aujourd'hui. Elle n'est tout simplement pas possible. Il n'y a que l'Occident, et en particulier l'Europe, qui s'est inscrit dans cette transition énergétique, qui va mettre nos économies à genoux et que l'on ne peut pas accomplir aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'y a rien à faire, et la pollution induite par les moteurs à combustion n'est pas grave. Mhm. Je ne dis pas ça, mais je dis qu'on ne peut pas remplacer la combustion thermique par de l'électricité du jour au lendemain. Ça n'est pas possible. Or, c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, inflation, l'argent qui se déprécie. Système de retraite. Voilà. Système de retraite qui était à genoux avant la crise et qui le sont encore plus Ça, on sait que aujourd'hui. ça ne va pas s'améliorer. Oui, et La Sécu Emmanuel Macron, aussi. la Sécu. La Sécu, la crise nous a montré dans quel état était en fait réellement notre système de santé. Les retraites, Emmanuel Macron a promis en arrivant aux affaires qu'il allait réformer le système de retraite. Vous l'avez vu, la réforme? On en a parlé il y a quelques semaines et puis finalement on a dit ah bah non, c'est pas le bon moment pour la faire. Or, chaque année prise en retard, chaque année de retard prise pour réformer, eh bien, ça aggrave encore la situation. Et puis un autre sujet dont on parle relativement peu, mais je pense que sur votre antenne, nos auditeurs comprendront. La dénatalité. La dénatalité, le fait que l'Occident, mais aussi l'Asie, ne fait pas assez d'enfants, c'est-à-dire pas assez d'enfants, le seuil de renouvellement de la population, on l'apprend en classe, c'est 2,05 enfants. Or, un certain nombre de pays occidentaux européens sont à 1,5, 1,4. Notre propre chiffre de natalité, qui est soi-disant de 1,8, est en fait totalement biaisé, puisqu'il inclut dedans l'apport de l'immigration et des naissances nées de l'immigration. Ce n'est pas moi qui le dis. Un rapport officiel remis au Premier ministre en 2019 dit que 35% des naissances en France aujourd'hui sont étrangères ou au moins un des 2 parents est d'origine étrangère. Donc si on a un chiffre de 1,8 et que 35% des naissances sont étrangères ou d'origine étrangère, je ne dis pas qu'ils ne sont pas français de par le droit du sol, mais enfin ça montre bien qu'il y a un souci de natalité en France. Et puis je vous parlais de l'Asie. Au Japon, c'est 0,9 enfants par couple. En Corée, c'est 0,98. Si vous vous souvenez, vous savez... Donc ces peuples vont disparaître. Ah ben, c'est pas mécaniquement. Si vous vous souvenez de l'histoire de l'échiquier où le vizir qui veut récompenser son serviteur qui lui a fabriqué le jeu d'échecs dit tu mets 2 grains de riz, puis 4, puis 8, puis 2 16. puissance 64. Ouais, sauf que c'est à l'envers, nous, qu'on est en train de jouer à ce jeu-là. À l'envers, lorsque 16 Coréens s'unissent, ça fait 8 enfants qui vont faire 4 enfants, qui vont en faire 2, et à la fin, il n'y en a plus qu'un. Et donc, ça va très vite. Ça va très vite. C'est en 3 ou 4 générations, on disparaît. Un pays comme la Corée ou le Japon va perdre la moitié de sa population en moins de 50 ans. Bon, mais on est trop nombreux, dit-on.
Oui. Alors, on est trop nombreux. Le truc, c'est que en Afrique, on est beaucoup trop nombreux et les naissances en Afrique sont encore supérieures à ce que non seulement le pays peut assurer comme ressources alimentaires. D'ailleurs, c'est aussi un chapitre complet dans notre livre. On ne parle pas de la faim dans le monde. Aujourd'hui, il y a plus de 800 millions de personnes qui meurent de faim, littéralement. En ce moment même, là, aujourd'hui, il y aura 300, 400 enfants qui vont mourir de faim. On n'en parle plus du tout dans les médias. Non, c'était à la mode il y a 20 ans. Ouais, c'était à la mode il y a 20 ans. Un peu plus même. Quand on va passer le cap du milliard, je vous en fiche mon billet. Le chiffre du milliard d'êtres humains qui meurent de faim, ça va tout d'un coup nous réveiller. Oui, mais alors c'est là, Jean-Baptiste Giraud, parce que là, tous ces voyants sont évidemment très anxiogènes. Mais en quoi est-ce que ça annonce l'apocalypse? L'apocalypse, ça veut dire que c'est la fin, c'est terminé. Là, il faut descendre à la dernière station avant le terminus, quoi. Si vous vous souvenez bien, apocalypse en révélation. Grec, ça veut dire révélation. Bon, oui, d'accord, mais enfin bon, dans le langage courant, ça veut dire que c'est un crack, un collapse, tout ce qu'on veut. Regardez bien le titre du livre, c'est l'apocalypse, elle est inéluctable, c'est dernière crise avant l'apocalypse. Vous avez un tableau de bord, vous avez un certain nombre de voyants qui sont allumés en rouge. J'aimerais bien vous dire qu'il y a des voyants qui sont allumés au vert. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y en a quand même? Oui, par exemple, l'Allemagne a un voyant allumé en vert avec l'aiguille à fond de 100%. C'est la balance commerciale allemande. Elle est à 280 milliards d'euros excédentaires. Nous, notre balance commerciale cette année va battre tous les records de déficit. 80 milliards de déficit en 10 ans. Ça tombe bien qu'on plonge puisqu'on a des sous-marins. Oui, on n'arrive pas à les vendre. Le drame, c'est que effectivement, certains pays ont encore des fondamentaux forts, costauds, résistants. On disait la France, elle a un avantage, c'est que c'est une nation touristique. On accueille 100 millions, ou on espérait accueillir 100 millions de touristes en 2024. Là, c'est râpé, et c'est pas pour demain qu'on va accueillir 100 millions de touristes. Les JO, ça ne va pas suffire. Les JO, ça ne va pas suffire. Mais est-ce que c'est la guerre? Est-ce que ça veut dire l'apocalypse, ça veut dire la guerre? Alors, on a un chapitre sur Chine versus États-Unis. Il ne vous a pas échappé que l'histoire des sous-marins, derrière, c'est des sous-marins nucléaires d'attaque. Donc, l'objectif, c'est a priori de faire la guerre avec. Alors souvent les sous-marins et tous les engins, c'est évidemment à vocation de dissuasion, mais enfin quand on achète des sous-marins, c'est qu'on craint qu'il y ait un conflit quelque part. Ce conflit, il va avoir lieu en Asie, il est inéluctable, il est inscrit. Donc pour vous, il a lieu, ça commence avec Taïwan, par exemple. La reprise de Taïwan, ce sera l'élément déclencheur de l'apocalypse. En fait, nous n'avons rien inventé avec Jacques Bichot. Xi Jinping a dit, c'est le chef d'État chinois, c'est un gars sérieux a priori, il a quand même 1 milliard de citoyens sous sa coupe, un peu plus, 1,4 milliard. Pour monter à son niveau, il a fallu être sélectionné. Et donc, quand il dit officiellement devant des micros et des caméras, on va reprendre rapidement le contrôle de Taïwan, dont il considère que ça fait partie de la Chine, il faut entendre qu'il a dit on va reprendre rapidement le contrôle de Taïwan. Et je pense pas qu'il va envoyer des bateaux avec des drapeaux blancs en disant tiens, filez-nous les clés du port. Et après, c'est la réaction en chaîne, un peu comme la guerre de 14. C'est ce qu'on peut subodorer. Est-ce que des GI vont mourir pour Taïwan? Je ne pense pas. Donc, est-ce que un matin, on va se réveiller avec des chalands de débarquement chinois à Taïwan et effectivement les pauvres Taïwanais qui vont se battre ou pas, il peut très bien se passer ce qui s'est passé en Afghanistan finalement. On peut très bien imaginer qu'à Taïwan, l'armée de résistance à l'invasion, qui n'a qu'une seule fonction à Taïwan, c'est de résister à une invasion chinoise. Elle est organisée autour de ça. On peut très bien se dire qu'ils vont finalement renoncer à se tirer dessus, peut-être. C'est un espoir qu'on va partager avec vous, Jean-Baptiste Giraud. Je ne sais pas si c'est un espoir, parce que si Taïwan ne réagit pas, la Chine ne s'arrêtera jamais. Je parlais de la guerre, du conflit au moins, si on peut essayer de l'éviter. Merci Jean-Baptiste Giraud d'avoir été des nôtres avec Dernière crise avant l'apocalypse aux éditions Ring, écrit avec Jacques Bichot, qui était déjà venu sur notre antenne d'ailleurs. Et on vous remercie d'être venu nous voir ce matin. À bientôt, bonne journée.